C'est donc une intervention philosophique au sens propre du terme, avec ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire qu'elle est censée vous élever. Vous avez vécu ça forcément en prépa, parfois à la fac. Censée vous élever, à la fois, elle est pas pénible, mais elle est forcément un peu complexe. Forcément, on aura besoin de concentration de certaines d'entre vous pour essayer de comprendre l'enjeu d'un passage et que cet enjeu-là puisse résonner en vous. Donc notre propos sera ici de montrer, je lirai beaucoup aussi, parce que forcément, c'est une conférence, ce n'est pas une présentation. Notre propos sera donc ici de montrer qu'à la source de la créativité, quelle que soit sa forme de la créativité, il y a toujours deux piliers. Toujours deux piliers, qui soient à la fois l'étonnement, grande complexité de savoir ce qu'est l'étonnement, et d'autre part la philosophie. Et nous soutiendrons même qu'il ne peut y avoir de créativité que l'on va qualifier de durable sans ces deux éléments. Cependant, une subtilité, l'un se subsume à l'autre, c'est-à-dire que la philosophie absorbe l'étonnement en permanence pour en faire matériau de créativité. D'accord ? La philosophie absorbe l'étonnement pour en faire matériau de créativité. Ce que l'on voit avec le 11 septembre, très directement, ça nous jette clairement la définition de ce qu'est l'étonnement, qui prend ses origines dans le latin extonare, qui explicitement veut dire frapper par la foudre ou frapper de stupeur. Cet étonnement peut être provoqué par un fait inhabituel, cet exemple du 11 septembre, mais il peut aussi avoir pour origine une manière nouvelle d'appréhender les choses. Une nouvelle manière, ça peut être deux phénomènes habituels, exemple, attendre un enfant, par exemple, et être un homme de l'autre. Forcément, ce qui se passe dans notre esprit à la lecture d'étonnement, comme sur le 11 septembre, comme ici, c'est tout simplement une absence de compréhension. Et cette absence de compréhension, la volonté, c'est d'essayer de dépasser l'étonnement pour essayer de comprendre. Et ce sont les deux principes qui sont finalement caractéristiques de la philosophie, c'est être en posture d'être étonné en permanence, 11 septembre, l'homme enceint ici, et vouloir comprendre. Et finalement, c'est cette question qui est théorisée par Aristote, je l'ai mentionné dans le livret que vous avez, et qu'il expose ainsi, je le cite. « Ce fut l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Au début, ce furent les difficultés les plus apparentes qui frappèrent, puis, s'avançant ainsi peu à peu, ils cherchèrent à résoudre des problèmes plus importants, tels que les phénomènes de la Lune, ceux du Soleil et des étoiles, enfin la genèse de l'univers. Apercevoir une difficulté de s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance. Et c'est pourquoi aimer les mythes est en quelque sorte manière de se montrer philosophe, car le mythe est composé de merveilleux. » On comprend tout à fait à la lecture d'Aristote la stupeur du 11 septembre tel qu'on voit les images. Ainsi, je continue Aristote, ainsi donc, si ce fut pour échapper l'ignorance que les premiers philosophes se livrèrent à la philosophie, il est clair qu'ils poursuivaient la science en vue de connaître et non pour une fin utilitaire. Donc on est bien dans cette compréhension de la philosophie, à la fois comme étonnement d'une part, et à la fois comme connaissance de l'autre. Platon, juste avant Aristote, avait lui clairement précisé cette dimension en disant « Cet état qui consiste à s'émerveiller est tout à fait le fait d'un philosophe. La philosophie, en effet, ne débute pas autrement que sur cet étonnement. » Schopenhauer est celui qui est parmi les plus clairs. Vous verrez que dans cette toute première partie-là, je vais
essentiellement poser les questions, les concepts de la philosophie, et dans un second temps, j'illustrerai de façon un peu plus peut-être concrète. Schopenhauer, donc, parmi les plus clairs, je le cite. « Avoir l'esprit philosophique, c'est être capable de s'étonner des événements habituels et des choses de tous les jours, de se poser comme sujet d'étude ce qu'il y a de plus général et de plus ordinaire. Tandis que l'étonnement du savant ne se produit qu'à propos de phénomènes rares et choisis, et que tout son problème se réduit à ramener ce phénomène à un autre plus connu. Plus un homme est inférieur par l'intelligence, moins l'existence a pour lui de mystère. » Comprenez bien cette phrase. Plus un homme est inférieur par l'intelligence, moins l'existence a pour lui de mystère. Toute chose lui paraît porter en elle-même l'explication, l'explicitation de son comment et de son pourquoi. Au contraire, l'étonnement philosophique, qui résulte du sentiment de cette dualité, suppose dans l'individu un degré supérieur d'intelligence. Quoique, pourtant, ce ne soit pas là l'unique condition, car sans aucun doute, c'est la connaissance des choses, de la mort, de la considération de la douleur et de la misère de la vie qui donne la plus forte impulsion à la pensée philosophique et à l'explication métaphysique du monde. Ainsi, vous comprenez bien en quoi la philosophie n'est pas ici du tout spéculative, elle est simplement sur qu'est-ce qu'il se passe au quotidien dans ma volonté de comprendre ou de ne pas comprendre les choses. Dès lors que je me sens capable de m'étonner, ou en tout cas que je me mette en position de m'étonner, je me mets en position de chercher à comprendre les choses. Si j'évacue ces deux choses-là, alors naturellement, l'aspect intelligence des choses se réduira. Le passage de Schopenhauer souligne bien l'intelligence, donc, avec l'étonnement et la volonté de comprendre le monde. Se contenter de l'existence, ce que tout un chacun vous pourriez faire, je prends un exemple de jeunes filles qui discutent entre elles à côté en disant « je me contente de l'existence et d'être fidèlement physiquement présent ici, et je ne me rends même pas compte que quelqu'un puisse parler en face de moi », c'est se contenter de l'existence et de ne pas se poser la question finalement, je suis dans l'existence dans une salle comme je pourrais être dans une salle à côté, ou est-ce que finalement je vais essayer de me dire je peux me mettre en position d'étonnement. Ainsi, se contenter de l'existence, c'est telle qu'elle apparaît, ainsi qu'elle est donnée, n'est ni source d'intelligence, ni amont de créativité, ni possibilité en aval de mettre en place ces solutions concrètes. Comment de ces deux choses-là, à la fois Platon, Aristote, trois choses avec Schopenhauer, peut se concrétiser dans notre vie, dans notre existence? Et tout simplement, tout d'abord, en restant dans la philosophie antique. Et si vous avez à retenir quelque chose, retenez au moins ça, c'est une des choses que j'ai retenues de mes études, c'est peut-être après ce qui me pousse à avoir travaillé sur des études de management. C'est l'histoire de Thalès de Milet et de ses olives. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ça. Thalès de Milet est particulièrement, donc toujours été embêté, raillé sur sa sagesse, sur sa philosophie jugée spéculative, et on disait qu'elle ne servait à rien. On se moquait de sa pauvreté constante, on disait qu'il avait la tête toujours dans les étoiles, ailleurs, bref, en tout cas, sa sagesse ne servait à rien. On raconte qu'un jour, Thalès tombe dans un trou, c'est Aristote qui raconte ça, tombe dans un trou et sa servante qui l'accompagne se moque de lui en lui disant « Écoute Thalès, tu sais regarder les étoiles, tu sais regarder à droite, à gauche, etc., mais tu ne sais même pas regarder devant toi, et c'est pourquoi tu tombes effectivement dans le trou, tu es incapable de regarder ce qui se passe devant toi. » C'est alors que Thalès se livra à différents calculs astronomiques qui lui permirent de voir une période chaude, particulièrement ensoleillée, durant laquelle on ferait vraisemblablement une abondante récolte d'olives. Il doit alors tous les pressoirs, cette histoire est authentique au sens où elle est historiquement avérée, il doit alors tous les pressoirs à olives des régions de Milet, de Chios, à bas prix. Quand il n'intéressait personne, c'était juste à la sortie de l'hiver. Ces prévisions se révélèrent exactes. Et quand advint le moment de la récolte, septembre-octobre, la demande en pressoir se fit extrêmement importante. Thalès, qui détenait un monopole régional, put alors sous-louer les pressoirs aux conditions qu'il demandait, et il est mort extrêmement riche, uniquement par cette capacité à avoir anticipé sur les étoiles ce qui se passait de façon astronomique en faisant des calculs plutôt météorologiques. On a compris plus tard que Thalès, comme les Milésiens, étaient des physiologues qui cherchaient à comprendre les phénomènes de la nature, comme les vents, la pluie, les éclairs, tels que c'était déjà acquis dans les civilisations babyloniennes. Ainsi, la question que l'on peut se poser, quel est le sens de la philosophie ici?
Et on peut reprendre pour cela l'analogie d'un livre célèbre qui fait sens avec cette notion de magie et de magicien. À la différence, c'est que dans le magicien ou dans la magie, par rapport au spectateur, on va vouloir comprendre les choses. L'enjeu de la philosophie n'est pas de rester à l'extérieur de la magie, mais être dans le tour de magie pour comprendre le monde. Ainsi, un lapin blanc sort d'un haut chapeau de forme. Et parce que c'est un lapin énorme, ce tour de magie prend plusieurs milliards d'années. Tous les enfants naissent à l'extrémité des poils fins de sa fourrure, ce qui les rend à même de s'étonner de l'impossible tour de passe-passe. Mais en grandissant, et c'est votre enjeu aujourd'hui, quel est l'objectif? Est-ce que c'est de s'enfoncer de plus en plus dans le creux de la fourrure du lapin et y rester pendant tout le reste de votre vie? Ou se trouver, et finalement se trouver si bien que le courage de remonter les poils est extrêmement difficile? Ou alors, à l'instar des philosophes, l'enjeu est d'avoir le courage de faire un dangereux voyage qui est en permanence de remonter sur les poils du lapin pour essayer de comprendre le tour de magie qui se passe. En remontant tout au long des poils du lapin, vous essayez tout simplement d'essayer de comprendre le monde tel qu'il se donne et tel que le tour de magie se met en place. Voilà finalement l'enjeu de l'étonnement, du questionnement et ses conséquences sur la philosophie. Savoir s'étonner, savoir user de sa raison, avoir le courage de s'étonner pour comprendre le monde d'un aspect certes spéculatif, mais tout à fait pour le monde. Et l'objectif, c'est comment cela peut transformer le monde. En même temps, cette partie philosophie et étonnement, on peut se poser la question dans quelle mesure va émerger de la créativité. Et pour comprendre cette notion de créativité à travers l'étonnement, la philosophie et le basculement sur la créativité, nous proposons de nous intéresser particulièrement à l'art. À l'art, et ce passage-là va nous être un peu plus complexe et je vous demanderai forcément un peu plus d'attention parce que la philosophie, on ne peut pas la vulgariser. C'est à vous de grimper sur les poils du lapin, c'est à vous d'essayer de comprendre. Merleau-Ponty, vous avez probablement entendu parler de lui, philosophe français, qui est ce qu'on appelle un phénoménologue, qui s'intéresse aux questions des phénomènes tels qu'ils nous apparaissent. La perception, donc, la perception de l'étonnement. Si l'on veut s'étonner, il faut comprendre comment l'étonnement arrive à nous, donc à percevoir les choses. La perception intéresse Merleau-Ponty pour montrer que le cogito de Descartes est déjà mis en œuvre à travers une initiation au monde sensible. Ainsi, le cogito cartésien, le « je pense donc je suis », est un commencement d'intégration de son environnement. Je pense donc je suis commence avec l'espace environnement. Pourquoi est-ce que je me dis à penser je pense donc je suis? Je vais faire une distinction entre ce que je vois autour de moi et ce que je vais me mettre à penser au fond de moi. Mais vous imaginez bien que si l'extérieur n'existe pas, je ne peux pas avoir cette dualité entre l'interne et l'externe. Donc le cogito cartésien est fondamental dans la compréhension aussi qu'il y a deux mondes. Il y a un monde extérieur, il y a le mien. Dans le mien, je pense donc je suis. Pour Descartes, le sujet, l'individu, impose son ordre à la nature. Le sujet, l'individu, l'homme, impose l'ordre qu'il veut donner à la nature. Cette phrase est très célèbre, peut-être que vous l'avez déjà entendue. Il faut se rendre, il dit dans la méditation métaphysique, il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. En se voulant rendre comme maître et possesseur de la nature, on a bien le sujet qui veut contrôler l'espace environnant. Vous comprenez bien la dualité entre l'interne et l'externe, puis après la volonté de prendre le contrôle sur le monde environnant. C'est la raison pour Descartes qui génère cet ordre en fonctionnant avec méthode et en réduisant au rationnel tout ce que la raison approche. Autrement dit, l'ensemble des perceptions qui vont m'arriver, je vais les rationaliser le plus possible et les intégrer dans ma pensée. La conséquence est laquelle? Tout simplement que le corps est exclu. Si tout ce que je vois dans mon environnement, je peux le réduire à une pensée, alors l'existence matérielle n'existe plus. Et il n'y a plus rien qui peut faire sens avec mes sens, si je puis dire. C'est pourquoi la perception est déclarée pour Descartes inessentielle, au sens où pas de sens, et neutralisée en tant qu'ouverture au monde sensible. Sensible, c'est ce que je touche, c'est ce que je vois, c'est ce qui va me toucher. Et pour Descartes, je l'ai dit, la conséquence majeure est que le corps est mis hors jeu. Il n'y a plus besoin de corps. Cela s'explique également par la volonté de Descartes de voir un Dieu transcendant. Tout ce que je vois, je le rationalise, et finalement, ça n'est qu'une chose pensée.
Ainsi, il faut en revenir par un contact charnel. Nous avons un corps, et notre corps charge à nous de l'utiliser et de voir comment ce corps se met en œuvre. Il faut considérer le rôle initiatique de la perception sur le lien, encore une fois un peu complexe, pré-réflexif de l'esprit du monde. Autrement dit, je ne considère pas le monde tel qu'il m'est donné, et je ne me pose pas de questions sur la vie, encore une fois, je vous réfère à la première partie de la conférence, le monde ne m'est pas donné tel quel, je peux aussi m'étonner du monde. Et pourquoi le monde est ainsi donné? En conséquence, le lien pré-réflexif, c'est que je me pose en question. Vous vous souvenez aussi des questions du doute de Descartes, par exemple. Il faut considérer la perception et la relation que nous avons des choses, non pas comme unilatérales, mais avec une volonté de contrôle, mais au contraire, accepter ce que l'on reçoit. Si j'accepte ce que je reçois en le questionnant et en ayant une réflexion pré-réflexive, c'est-à-dire une réflexion avant la réflexion, alors je n'accepte pas le monde tel qu'il m'est donné. Pour Merleau-Ponty, donc, que vous avez ici en photo, c'est la peinture, qui peut permettre cela. Grâce à la peinture, on va retrouver notre essence charnelle, notre essence et nos perceptions des corps. Et lui est très clair, c'est avec Paul Cézanne que cela est possible. Parce qu'il donne, dit-il, une expérience directe du monde perçu. Et parmi les travaux les plus célèbres, il y a bien sûr celle de la montagne Sainte-Victoire. Merleau-Ponty admire la fidélité au phénomène que Cézanne manifeste à travers son œuvre. Autrement dit, pour Merleau-Ponty, il n'est plus question simplement de voir les choses et de les rationaliser, ça n'est plus possible. Grâce à la peinture, nous avons forcément une perspective qui doit nous sembler possible, et une perspective qui doit nous sembler non pas simplement une rationalité, mais également toucher nos sens. Le sens de la vue, le sens du toucher, le sens des odeurs si je vais à la montagne Sainte-Victoire, le sens également des odeurs que je peux y vivre. Donc cet ensemble-là, Merleau-Ponty dit clairement, c'est grâce à la peinture que je peux aller retrouver mes sens. Je peux retrouver un monde charnel, concret, et les tentatives, les peintures qui sont une tentative d'imbrication, on le voit, du naturel et du culturel, dans le spectacle perçu et transfiguré sur la toile. Cézanne montre, on le voit ici, montre que les volumes sont en train de se constituer. Paris a capté une sorte d'apparence en vrai, en deçà de ce que notre reconstruction cartésienne du monde nous donne à voir habituellement. Autrement dit, si vous allez sur la montagne Sainte-Victoire, si vous allez en Provence et vous promenez, vous allez trouver que c'est beau. Vous allez dire, voilà, c'est beau. Je peux éprouver telle ou telle chose. Simplement, grâce à la peinture, vous allez prendre un recul sur ce qui est beau et pourquoi ça l'est. Et grâce à ça, vous allez comprendre à la fois les imbrications des peintures, des couleurs, des nuages, une atmosphère qui forcément parle à votre corps et pas simplement à votre esprit. Cézanne est vu par Merleau-Ponty comme le peintre initiateur à l'expérience charnelle du monde, en montrant comment dans sa peinture, le lien, ce qu'il appelle esthésiologique, qui traite des sentiments et des émotions, avec le perçu, est déjà assumé et déployé de telle sorte que la peinture elle-même change de statut. Elle dépasse les oppositions classiques du figuratif et de l'abstrait vers une autofiguration dans laquelle le visible vient à soi. On va parler même de rendre visible l'invisible. Rendre visible l'invisible. Le travail de Cézanne semble aboutir à quelque chose de plus achevé. Cézanne avait compris que cela doit être sans cesse recommencé, que la peinture en permanence, elle-même, n'était que la réitération de la recherche de ce corps que l'on veut et de ses sens. Le travail de Cézanne n'est pas autre chose que l'on retrouve dans la philosophie. Le questionnement, l'interrogation et en permanence se poser la question du monde tel qu'il se donne. Certains progrès sont possibles dans la manifestation visible de l'invisible. Cézanne, lui, est allé à l'essentiel, dépouillant ses tableaux de tout ce qui pouvait parasiter l'apparition de cette membrure du visible, qui semble en être commune dans la structure interne. On a bien une volonté d'apparaître uniquement et clairement dans les différentes propositions que fait Cézanne, les choses telles qu'elles se donnent spontanément. Toutefois, même si cette approche de Cézanne est extrêmement originale, créative, nous pouvons que souligner quelques classicismes
villages, paysages, tels qu'on le voit ici, la montagne Sainte-Victoire, etc. Et si rendre visible l'invisible est bien un apport de Cézanne, c'est surtout avec Picasso que la notion d'étonnement et de créativité prend tout son sens. Nous pourrions aborder Picasso selon différents angles d'étonnement, de créativité, mais ce qui est très clair, c'est le cubisme, qui est le plus significatif, et surtout parce que l'inspirateur du cubisme reste Cézanne. Ainsi, nous pouvons souligner la lignée artistique en pleine mutation, création et étonnement, d'un principe qui est celui de Cézanne jusqu'à celui de Picasso. Le cubisme prend sa source dans une lettre de Cézanne à Émile Bernard le 15 avril 1904. De cette lettre est tirée une phrase souvent répétée pour comprendre. « Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône également. Le tout, il faut le mettre en perspective. Que chaque côté d'un objet, d'un plan, se dirige vers un point central. » Autrement dit, ce que va vouloir donner les différents tableaux de Cézanne, votre œil, votre point focal, va être sur l'ensemble du tableau, ce qui ne va plus être le cas sur le cubisme. Le cubisme va porter naturellement votre perception vers le point central du tableau. Ensuite, votre œil va pouvoir s'ouvrir. Mais le cubisme va rassembler ses formes vers le point central. La suite de cette phrase. Les lignes parallèles à l'horizon donnent l'étendue, soit une section de la nature, ou si vous aimez mieux, du spectacle que le Père éternel omnipotent étale devant nos yeux. Les lignes perpendiculaires à cet horizon donnent la profondeur. Or, la nature, pour nous hommes, est plus en profondeur qu'en surface. Rappelez-vous bien de ça. La nature, pour nous hommes, est plus en profondeur qu'en surface. D'où la nécessité d'introduire des vibrations de lumière représentées par les rouges, les jaunes, une somme suffisante de bleuté pour faire sentir l'air également. Autrement dit, lorsque vous voyez un tableau cubiste, il ne s'agit pas de voir simplement une superposition de formes géométriques, tout a un sens, y compris les légers bleus qui vont donner sens à l'air. Le cubisme veut aussi se justifier et se rattacher à Cézanne par la recherche d'une solidité et d'une densité en réaction aux recherches des effets lumineux atmosphériques des impressionnistes, qui, du moins dans un certain nombre de paysages, tendent plutôt à noyer, éthérer les volumes dans des papillonnements de couleurs. L'impressionnisme n'est pas ce reflet de la vérité tel que le veut Cézanne et tel que le veut également le cubisme. Le tableau que vous voyez devant vous, Les Demoiselles d'Avignon, est considéré comme le premier tableau cubiste. Deux peintres majeurs, Picasso et Braque, appliqueront leur théorie non seulement au paysage, mais également aux natures mortes et à la figure humaine. Ces deux peintres, vont affirmer une rupture avec la vision classique. Ils abandonnent l'unicité du point de vue du motif pour introduire de multiples sous des angles divers, juxtaposés ou enchevêtrés dans une seule et même œuvre. Ils s'affranchissent de la perspective pour donner une importance prépondérante au plan dans l'éclatement des volumes. Le cubisme est, ce qui est reconnu par les historiens de l'art, sans doute le mouvement le plus décisif de l'histoire de l'art moderne. Héritant des recherches de Cézanne sur la création d'un espace pictural qui ne soit plus une simple imitation du réel, les arts primitifs également, qui remettent en cause la tradition occidentale, puisque le cubisme renverse la notion de représentation dans l'art. Et comme le dit John Golding, historien de l'art et spécialiste de ce mouvement, le cubisme est tout simplement un langage pictural absolument original, une façon d'aborder le monde totalement neuve et une théorie esthétique conceptualisée. Cela fait donc complètement sens avec notre propos. Et l'art est pleinement nourri ici d'étonnement, c'est-à-dire comment les artistes voient le monde, pourquoi il y a des artistes et pourquoi il y a des hommes du commun. Parce que l'artiste va s'étonner du monde et va chercher à le comprendre. Le comprendre pour l'artiste, c'est le mettre sur une toile, c'est le mettre en musique, c'est le mettre différemment. Mais l'art permet à l'artiste à la fois de s'étonner puis de comprendre le monde. C'est également le cas avec la philosophie que nous avons vue. Non pas théorisée, comme avec Merleau-Ponty, mais également comme praxis, c'est-à-dire comme pratique nette, Cézanne, Picasso. Cependant, nous devons aller plus loin, car, et même si ce que je vais dire peut faire l'objet de débat, on voit mal comment l'art peut changer le quotidien. Il peut changer celui des artistes, il peut changer celui des philosophes. La question, c'est comment on peut changer tout simplement les modes de vie.
comment les modes de vie peuvent changer sur l'étonnement. La création du mode de vie. La façon de vivre est l'une des premières questions philosophiques. Et les trois écoles majeures de l'Antiquité, qu'elles soient épicuriennes, stoïciennes ou cyniques, ont particulièrement mis l'accent sur cet aspect. Il faut pour comprendre cela que toute la philosophie antique, l'ensemble de la philosophie jusqu'à peu près le Moyen-Âge, un petit peu avant le Moyen-Âge, est uniquement ce que l'on peut appeler un exercice spirituel. Un exercice spirituel est destiné tout simplement à l'amélioration et à la transformation de soi pour vivre une vie philosophique. Autrement dit, vous comprenez bien que l'enjeu du début de la conférence est de se dire « il faut que je m'étonne pour comprendre ». Quand je m'étonne et je comprends, je peux commencer à me transformer, à me changer. Ça ne suffit pas, on doit en passer par ce qu'on appelle des exercices spirituels. On a vu que les artistes pouvaient le faire d'une certaine façon. L'objectif, c'est de savoir comment nous, en tant que commun des mortels, c'est-à-dire nous tous ici dans cette salle et ailleurs, nous pouvons essayer de faire des choses pour se transformer et s'améliorer. Les philosophes anciens élaborent pour cela des doctrines et des théories que certains d'entre vous connaissent peut-être. On va voir comment celles-ci se transforment ensuite dans la philosophie contemporaine. Sans négliger pour autant une réalité pratique, quotidienne de ces discours, ils mettent en place à la fois des théories, des exercices, c'est ce que l'on va appeler le mode de vie. C'est l'articulation théorie et pratique, théoria praxis, qui est l'un des piliers des exercices spirituels. Autrement dit, il n'y a pas de philosophie sans articulation théorique et pratique. Tout ce que vous avez pu vivre ou sentir comme philosophie pendant des années de philosophie sans pratique était donc 50% de la philosophie. Sans ces autres 50% qui est la mise en œuvre de la philosophie, vous ne pouvez pas la mettre en place. Mais c'est comme sur les deux jambes tout à l'heure dont je parlais. Parfois, vous préférez marcher avec deux jambes différentes que deux jambes identiques. Vous avez besoin, non pas que de 50% d'une chose pour la comprendre, vous avez besoin de 100% de la chose pour la comprendre. Autrement, il n'y a pas de philosophie, je l'ai dit, sans articulation théorique et pratique, sans en permanence liée à la fois discours, concept, tout ce que vous avez déjà entendu sur la philosophie, avec le mode de vie qui l'accompagne. Dans le cas contraire, ça deviendrait un discours creux. Pour ça, trois écoles que je voudrais parcourir rapidement. La première, c'est évidemment Épicure, école épicurienne qui énonce plusieurs propositions à suivre pour une vie meilleure. L'une des plus fondamentales est que la vie est fondée sur le plaisir et l'évitement des déplaisirs, l'ataraxie. Épicure recommande pour ça de se restreindre, de consommer avec frugalité simplement un peu de pain, d'eau et rien d'autre. Contrairement au lieu commun où Épicure serait celui qui est la bonne chère, on voit tout un tas de restaurants marqués chez Épicure, par exemple. Méfiez-vous, Épicure mangeait que du pain et de l'eau. Il ne mangeait rien d'autre. A priori, c'est une mauvaise compréhension d'Épicure que de le voir comme buvant abondamment, comme mangeant terriblement. Ce n'était pas du tout le cas. Épicure recommande de se restreindre, de consommer avec frugalité, donc du pain et de l'eau. Le plaisir, pour lui, tout simplement, il est facile à obtenir. Tous, vous savez comment obtenir du plaisir maintenant. Avec simplement quelques phrases, il suffit simplement d'avoir très peu de besoins. En ayant très peu de besoins, je fais une parenthèse dans ce qui n'est pas lié à ma conférence. Simplement, si vous avez lu la presse à la fin de l'année, il y a eu une étude mondiale qui a été organisée sur le bonheur, et tout simplement, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous avez du bonheur ou pas? Et un des premiers pays mondial, c'est le Congo, dont les besoins sont très faibles. Dès lors qu'on a besoin, les pays parmi les plus demandeurs, où le bonheur est le plus faible, c'est la France. Vous imaginez vivre en France et vivre au Congo, la différence. Pourtant, eux considèrent qu'ils sont plus proches du bonheur que nous pouvons l'être. Tout simplement par un principe épicurien qui date de 700 ans avant Jésus-Christ, 400 ans avant Jésus-Christ. Le principe épicurien, c'est donc l'ataraxie. C'est en permanence savoir éviter ce qui peut advenir comme difficulté. Éviter le déplaisir, c'est un exemple tout bête, éviter de se marier. Si on évite de se marier, on évitera tout un tas de problèmes de la vie à deux. Si on ne se croit pas capable de supporter la vie à deux, qui forcément contient du déplaisir, alors il ne faut pas se marier. Celui qui va se marier et se plaindre après, il n'a pas compris ce que c'était que le mariage.
C'est lui le problème, ce n'est pas le mariage. La pratique de la philosophie, pour Épicure, c'est ne subvenir qu'aux désirs qui sont donc naturels et nécessaires pour vivre heureux. De quoi avons-nous besoin pour vivre heureux selon Épicure, manger et boire? Cela s'oppose, selon lui, au désir naturel et non nécessaire. Un désir naturel et non nécessaire pour Épicure, c'est l'acte sexuel. On n'a pas besoin pour vivre. Donc, ce n'est pas nécessaire. En même temps, c'est naturel. Au désir non naturel et non nécessaire, la gloire, le pouvoir, les richesses n'est pas une nécessité pour y vivre heureux. Donc il faut bien distinguer ces trois éléments, subvenir au désir naturel et nécessaire avant tout. Pour les stoïciens, l'individu, lui, doit apprendre, pour être heureux, à maîtriser les passions qui sont nuisibles à son âme. Leurs exercices spirituels ont pour enjeu de garder sous contrôle les passions auxquelles ils risquent d'être soumis. Dès lors que vous avez une passion, il faut s'en méfier. Parce que si vous ne vous en méfiez pas, c'est votre passion qui vous mange. Il faut accepter également chez les stoïciens, phrase très connue que vous connaissez, tout ce qui arrive comme conforme à un ordre universel. Cet ordre, c'est la nature, qu'il s'agit d'accepter tout ce qui arrive, tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut advenir conformément à cet ordre. Eurydipe, que je cite, supporte les maux et abstiens-toi. Autrement dit, il est important de supporter les difficultés telles qu'elles adviennent par la nature. Certaines choses dépendent de nous, certaines choses n'en dépendent pas. Cette proposition est le fondement de l'école épicurienne. Elle se retrouve chez Épictète, qui dans son manuel le dit très clairement, « Ne cherche pas à ce que les événements soient comme tu veux, mais veuille que les événements soient comme ils sont et tu seras dans la sérénité. » Ne cherche pas à ce que les événements soient comme tu veux toi, mais veuille que les événements soient comme ils sont et tu seras dans la sérénité. Autrement dit, vous n'avez jamais à vous plaindre dès lors que les événements arrivent sans forcément avoir une incidence que vous-même vous pourriez être acteur, dont vous-même vous pourriez être acteur. Il s'agit de se répéter en permanence cette phrase pour l'assimiler et s'en souvenir dès lors que l'on sera confronté à une situation difficile. Autrement dit, l'amélioration et la transformation de soi, c'est véritablement accepter, non pas simplement que les choses arrivent, mais se répéter en permanence ces exercices spirituels pour les accepter. La dernière école, ce sont les cyniques. Ce qu'il faut viser, c'est l'apathie et non le bonheur. L'apathie réside dans la volonté de se retrouver dans un état suffisamment serein pour affronter les aléas de la vie, du quotidien, sans éprouver de souffrance. Pour atteindre l'apathie, les cyniques invitent à se conformer à deux ordres, le monde animal et le monde divin. Les dieux n'ont aucun besoin. Il est tout à fait utile de copier cette attitude. Même chose pour les animaux. Leurs besoins sont très restreints et doivent être source d'inspiration. Pensez à Diogène qui, lorsqu'il avait vu, il se promenait toujours pour boire avec une écuelle, et une tasse, il voit un jour un chien qui boit dans une flaque d'eau, il jette l'écuelle, il jette sa tasse d'eau et dit maintenant, il n'y a pas de raison que je boive dedans, je vais boire directement à la flaque d'eau. Il faut donc, la grande phrase cynique, c'est se suffire de peu. Se suffire de peu, c'est se suffire à soi-même. Dès lors que vous avez besoin de quelqu'un d'autre, alors vous ne vous suffisez pas par vous-même et vous êtes dépendant des autres. Se suffire de peu, c'est se suffire à soi-même, soulignent les cyniques. C'est le gage, et c'est le seul gage de la liberté. Vous ne pourrez jamais être libre si vous dépendez des autres. Vous pourrez prôner la liberté, mais vous ne l'aurez qu'à ce moment-là. N'est riche, nous dit Diogène, n'est riche que celui qui se suffit à soi-même. N'est riche que celui qui se suffit à soi-même. L'homme, bien sûr, est attiré par l'envie, par la possession, par le pouvoir. Et Diogène le sait. Ce n'est pas simplement des phrases en l'air. Il sait que l'homme également possède une raison. Vous pouvez tout à fait considérer ce que je vous dis là comme spéculatif, comme futile ou quoi que ce soit. Et vivre votre vie finalement au fond des poils du lapin et proche de la fourrure sans jamais vous poser de questions. Mais peut-être que certains d'entre vous diront oui, il y a ça, mais j'ai aussi une raison. Et peut-être que ma raison va me conduire à faire autre chose de ma vie que chercher gloire, pouvoir, richesse. L'homme a une raison et il est du devoir de l'homme, d'user de celle-ci pour combattre les passions. Les plaisirs aussi sont à combattre. Ils sont comme un puits sans fond. Essayez de combler votre premier plaisir avec un téléphone portable, vous aurez forcément besoin d'un iPhone ou d'un smartphone derrière. Le plaisir que vous comblez une fois, vous allez encore chercher à le combler une autre fois. Vous allez chercher à le combler de cette façon-là, vous allez encore chercher à le combler d'une autre façon.
En permanence, vous aurez un premier poste, vous aurez encore besoin d'un poste plus important, etc. En permanence, les plaisirs et les passions sont un puits sans fond. Il est illusoire de chercher donc à les assouvir. D'autres surviennent encore et toujours. C'est la recherche du plaisir qu'il faut combattre, non son assouvissement. Alors tout ça, qu'en est-il aujourd'hui? La créativité des modes de vie philosophiques antiques ne font aucun doute. À la fois ces trois personnages-là, mais il n'y a pas que. La philosophie stoïcienne se retrouve dans la philosophie contemporaine, se retrouve en permanence chez les épicuriens, et on peut parler de Montaigne, on peut parler de grands épicuriens contemporains, etc. Dans le jardin d'Épicure, sous le portique des stoïciens, dans l'amphore du cynique, les philosophes font concorder pensée philosophique et création de modes de vie totalement originales. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les communautés, dans les relations de pouvoir, mais également dans l'éducation. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il des créations de modes de vie? Aujourd'hui, si on a la chance, comme moi, de vous avoir en face les uns des autres, on voit quoi? Certaines têtes baissées sur leur téléphone portable. On voit certaines personnes de toute façon habillées tous de la même façon, à quelques éléments près. On voit tous qu'ils sont assis tous au fond de la salle. Heureusement que j'essaye de les faire venir après. On les voit tous arriver à une certaine heure. On les voit tous prendre les mêmes transports en commun. On les voit tous avec les mêmes choses dans leur sac à main ou dans leur poche. On les voit tous avec les mêmes vêtements, avec les mêmes marques, etc. Vous êtes tous identiques. Les modes de vie aujourd'hui pourraient complètement disparaître. Parce qu'aucun n'invente, n'essaye de vivre différemment. Tous des mêmes prépas, pour vous. Tous à peu près des mêmes cours également. Donc, que se passe-t-il aujourd'hui? La création des modes de vie par la philosophie ont existé par-delà l'Antiquité. À l'avènement du christianisme notamment, où il y a une récupération très claire des exercices spirituels antiques par le christianisme, une alternative aux religieux s'est développée pour ceux qui ne peuvent ou qui ne veulent avoir un mode de vie religieux. Ils ont eu la possibilité de choisir un autre mode de vie purement philosophique. On est alors au IIe siècle, et jusqu'au XXe, XXIe siècle, de nombreux penseurs ont réussi à garder l'esprit de la philosophie antique. Montaigne, Descartes, Rousseau, Shaftesbury, Nietzsche, Michel Foucault notamment. Néanmoins, aujourd'hui, quels sont les modes de vie contemporains? Ce que nous pouvons appeler le renouveau de la création de modes philosophiques au XXe siècle est tout à fait à lire dans une continuité, une réception des penseurs antiques. Cela prend pied à l'aube de l'industrialisation, à l'aube de la démocratie, à l'aube également du nationalisme. C'est-à-dire tout ce qui prend naissance à la fin du XIXe siècle et qui bouleverse les individus. Encore une fois, gardez bien ça en tête, les modes de vie, la création des modes de vie commence dans notre espace contemporain à l'aube du XIXe siècle, dès lors que arrive l'industrialisation, l'aube de la démocratie, également le nationalisme. Ces ensembles-là sont des modes de vie. Cela commence aux États-Unis, cette réappropriation des modes de vie comme dans l'Antiquité, avec Ralph Waldo Emerson, qui élabore le concept de confiance en soi. Et c'est à travers lui que l'on peut commencer à voir poindre une expression fondamentale, également, qui me semble important que vous reteniez, ce que l'on va appeler l'esthétique de l'existence. L'esthétique de l'existence, qui sera aussi ensuite chez Oscar Wilde, chez André Gide, chez Michel Foucault, et qui, vous l'aurez compris, fait sens avec les questions d'art, et nous l'avons abordé juste avant, mais qui cette fois prend pied dans les modes de vie. L'esthétique, on l'a vu avec Cézanne, on l'a vu avec Picasso, l'esthétique de l'existence, c'est se dessiner sa propre existence, son propre mode de vie. Dans son essai « Expérience », Emerson annonce clairement l'importance de la pratique qu'il mêle avec la notion de confiance en soi. Ainsi, dit-il, pourquoi ne pas réaliser votre monde? Mettez l'accent sur ce que vous êtes, n'imitez jamais. Cette injonction à la confiance en soi, rejetant le conformisme, est fondée sur le perfectionnisme. Celui-ci a pour enjeu de rechercher un meilleur moi, de se fonder plutôt sur soi que sur les autres. Je vais faire l'essai parce que les autres l'ont fait. C'est se fonder sur les autres et pas sur soi. Il ne s'agit pas de rejeter la pensée d'autrui, mais de lire la pensée d'autrui dans la sienne. Dans Confiance en soi, il précise « La voix de l'esprit, étant si familière à chacun, le plus grand mérite que nous reconnaissons à Moïse, Platon, Dante, est de n'avoir fait aucun cas des livres et des traditions, et d'avoir non pas dit ce que pensaient les hommes, mais ce qu'eux-mêmes pensaient. » La confiance en soi se présente sous un double geste, à la fois un mouvement d'affirmation intérieure, une affirmation de soi qui sait résister aux traditions et une volonté de construire une existence. Ainsi, dit-il, « Construis donc ton propre monde.
Obéis à ton cœur. Fais-toi confiance, tout cœur résonne à ses cordes de fer. C'est aussi l'épitaphe de Self-Reliance, où est souligné que l'homme est sa propre étoile. En étant sa propre étoile, faites sens avec ce que je disais sur Aristote quand il s'étonne des étoiles dans le ciel, l'individu ne compte que sur lui-même. Et le manque de confiance en soi est visible par l'homme qui s'attache à quoi donc? À la propriété ou au gouvernement, aux États. L'autre partie de la confiance en soi, c'est le mouvement d'effacement de soi. La soumission où l'individu s'ouvre sur l'extérieur, se laissant alors habiter par l'esprit, par l'âme suprême. C'est ici qu'Emerson voit le salut des individus. Seule la confiance en soi peut réaliser une révolution dans les relations entre les hommes. Seuls les changements individuels d'attitude peuvent provoquer des changements d'ordre institutionnel. Pensez bien à ces questions-là. Seuls les changements individuels d'attitude peuvent provoquer des changements d'ordre institutionnel. C'est quelque chose qui souvent m'est reproché. Par exemple, on peut considérer qu'il y a des changements plutôt par les organisations. Le curé du village est une organisation qui va changer, ce qu'on va appeler des organes prescriptifs. Les sociétés communistes, par exemple, peuvent le faire. On s'oppose dans ces cas-là d'autres situations possibles de mode de vie, comme les individus. Pour Emerson, il est aisé de voir qu'une plus grande confiance en soi doit opérer une révolution dans les rapports entre les hommes et dans toutes leurs fonctions. Dans leur religion, dans leurs instructions, dans leurs objectifs, dans leur mode de vie, dans la manière dont ils s'associent, dans leurs propriétés, leurs spéculations. On peut voir tout simplement dans cette injonction, rappelez-vous, c'est le 19e, fin du 19e, de révolution, une provocation explosive d'obligation pour les Américains à repenser leur vie, extrêmement puritains au 19e siècle, extrêmement puritains si vous voyez les résultats d'hier soir dans l'Iowa. Emerson incite à croire en sa propre pensée et avec un accent kantien, exige d'exprimer sa conviction profonde, car son sens en deviendra universel. Ainsi, quand bien même il soit profondément d'éducation religieuse, c'est en l'homme qu'Emerson croit. C'est lui seul qui peut permettre, comme pour l'humanité, d'atteindre un mieux-être. L'entreprise du monde la plus importante, en termes de splendeur et d'étendue, c'est l'édification d'un homme. L'homme est trop timide, trop humble. Il a le devoir donc de penser par lui-même. L'homme timide se répand en excuses. Il n'est plus debout. Il n'ose pas dire ce que je pense, ce que je suis, sans citer un saint, un sage. Allez, Steve Jobs. Allez, Mark Zuckerberg. Allez, les nouveaux, peut-être dieux ou nouveaux saints. Emerson demande donc à retrouver la confiance en soi d'abord. Emerson exhorte clairement que la confiance en soi, c'est donc l'aversion de la conformité, et se dresse contre le faux conformisme qui anéantit l'individu. Dans la société, la vertu la plus prisée est le conformisme. J'ai pris un exemple tout à l'heure avec vous. Regardez, toutes les filles, regardez votre sac à main. Regardez à quel point il y a du conformisme. Les garçons, regardez votre sac, à quel point il y a du conformisme dans votre vie. Il y a donc en permanence besoin d'aversion pour la confiance en soi. Elle n'aime pas les réalités, la société. La société n'aime pas les créateurs, mais elle aime les noms et les usages et les traditions. J'espère, je le cite, que c'est la dernière fois que nous entendons parler du conformisme et de la cohérence. Pourquoi doit-on avoir de la cohérence? Une grande âme n'a rien à faire de cet esprit de cohérence. Ainsi se préoccuper de son ombre sur son mur. Par le conformisme, les hommes deviennent pour lui des punaises, du fretin, c'est la populace. Par le conformisme, les individus n'existant pas, ils adhèrent à des églises mortes, votant pour de grands partis politiques. Ne soyez pas conformistes, ne votez pas aux élections en 2012, vous serez dans la majorité des abstentionnistes à plus de 48%. Pour se sortir de ce conformisme, il s'agit de devenir confiants en nous-mêmes, sans bien sûr nous fier à nous-mêmes, tels que nous sommes, car c'est nous qui fait de nous du fretin. Il s'agit de s'ériger contre la conformité, c'est-à-dire d'effectuer une conversion qui nous éloigne du conformisme, transformer notre conformité, je le cite enfin, comme si nous devions naître à nouveau. Le disciple d'Emerson est Henry David Thoreau. À l'âge de 11 ans, il apprend le grec, le latin, le français dans la ville de Concorde, où il est né. Il passe quasiment toute sa vie à Concorde. Il entre à Harvard en 1833 pour étudier la philosophie et les sciences.
il y fait la rencontre de celui qui deviendra donc son maître, Ralph Waldo Emerson, qui l'initiera au transcendantalisme. À l'instar de Montaigne, il note dans son journal ses questionnements et interrogations, tels qu'on peut le lire dans sa première phrase de son journal, s'adressant à lui-même « Que fais-tu maintenant ?» L'incitant toujours à plus de réflexion et à l'écriture, Emerson achète, donc son maître, achète un terrain autour de l'étang de Walden, afin que Thoreau puisse se retirer au calme pour écrire. C'est à partir de ce moment que sa vie change et prend une dimension très singulière, une esthétique de l'existence, qui émerge, même si ses positions, ses pensées étaient déjà très claires à ce sujet, et de la façon dont il faut vivre. En mars 1845, il commence donc à construire une cabane de pin sur les rives de l'étang. Cette cabane a été refaite ensuite, comme on la voit sur les photos ici, avec la volonté de constituer une existence la plus simple possible. Être seul, être dans les bois. Il ne se coupe pas forcément du monde pour autant. Il va de temps à autre en ville et correspond beaucoup par courrier. Cette expérience de vie au cœur de la forêt durera 2 ans et Thoreau en tirera l'ouvrage Walden. Thoreau a considérablement influencé les sociétés modernes, avec des ouvrages engagés comme, peut-être que vous connaissez le titre, de la désobéissance civile. Ce qui est défendu, que ce soit dans un sens civique, politique, sociétal ou relevant de la sphère intime, c'est que les principes ne valent que s'ils sont bons pour l'homme. Les principes ne valent que s'ils sont bons pour l'homme. Dans le cas contraire, Thoreau nous invite tout simplement à nous opposer aux principes que nous dictent l'autorité, les gouvernements et les traditions. Les écrits, comme les expériences de Thoreau, sont tournés vers une signification d'une façon d'être, une façon de vivre, et créent donc une esthétique de l'existence singulière, que ce soit face aux autorités, aux gouvernements, concitoyens, mais également face à soi-même. Il effectue un travail sur soi, des exercices spirituels, sur son âme, son esprit, pour fonder une existence comme il l'a souhaité. Thoreau est ce que l'on peut appeler un réceptacle des exercices spirituels chez les anciens, et ce, dès Socrate, dont il reprend le « connais-toi toi-même », cette fois avec « l'explore-toi toi-même », précisant qu'il ne s'agit pas de partir au bout du monde pour se retrouver, il s'agit avant tout de s'explorer soi-même. On a des traces stoïciennes chez Thoreau, dans le fait de se contenter de peu, vivre dans les bois, ou encore des traces cyniques. On le qualifie d'ailleurs aux États-Unis de Diogène américain, s'opposant au pouvoir et provoquant ses contemporains. Il crée lui-même des exercices spirituels, par le biais d'aphorismes, d'injonctions. Ainsi, dit-il, il faut vivre la vie que l'on a imaginée, prendre ses plaisirs pour la réalité, vivre ses propres rêves. Il faut savoir rêver et imaginer une réalité. Il dit, je le cite, « Si vous avez des châteaux en l'air, votre travail ne sera pas forcément perdu. C'est là qu'ils doivent être. Il vous reste alors simplement à placer les fondations en dessous. » Ou encore, précise-t-il, « Si l'on avance ardemment dans la direction de ses rêves, il s'efforce de vivre la vie telle qu'on l'a imaginée, et on sera payé de succès, inattendu peut-être, en temps ordinaire. » En s'installant à Walden, Thoreau va créer son jardin d'Épicure. Il part s'astreindre, tel un penseur antique, à une certaine discipline avec les réductions des désirs, avec des plaisirs simples, recherchant uniquement ce que l'on va appeler le pur plaisir d'exister. Thoreau veut prouver qu'il est facile que les hommes satisfassent leurs véritables besoins. Il va montrer en quoi l'homme n'est plus lui-même dans la vie moderne, qu'il devient un autre par les aspects matériels qui l'entourent. En établissant sa cabane, au cœur de la forêt, de la nature, il fuit ce qui n'est pas forcément nécessaire pour se consacrer et vivre de ce qui justement est nécessaire. Il tire de cette expérience que nous avons tous à travailler sur notre existence, en permanence, sur notre âme et esprit. Il exhorte « Nous sommes tous des sculpteurs, nous sommes tous des peintres ». Ça fait référence à ce que l'on a vu comme évolution depuis tout à l'heure. Simplement, le matériau que vous avez en vous, c'est notre chair, notre sang et nos os. Fin de citation. L'homme est donc une masse d'argile. Il s'agit de la façonner du mieux possible. Ne laissez pas les traditions, les gouvernements, la loi, l'autorité vous façonner. C'est à vous, dans votre existence, de le faire. Vous voyez donc en quoi l'art de tout à l'heure se retrouve cette fois non pas sur une toile, mais pleinement dans les vies et dans les existences. Emerson, Thoreau, les transcendantalistes, sont ceux qui sont à l'origine des bouleversements des sociétés modernes
qui fait de nombreux penseurs, politiques, poètes, écrivains, ont établi leurs réflexions, ce aussi pourquoi vous êtes ici. En se référant tout au parti à sa pensée, Luther King, Proust, Hemingway, Tolstoï, Gandhi, Kennedy, tous ont cité de façon plus ou moins importante Emerson, mais aussi Thoreau. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est que ça n'est pas simplement certains penseurs ou grands hommes. Ils se sont aussi des inspirateurs des modes de vie communautaires des années 50, avec la Beat Generation, dont les porte-drapeaux sont Jack Kerouac, Allen Ginsberg, mais aussi Bob Dylan, notamment, comme on peut voir sur les photos ici, Allen Ginsberg, que vous connaissez peut-être de nom, qui provoquait avec cette première photo en disant « Comment est-ce que je dois vivre ?» Ici, on a Dylan Ginsberg également en photo. Le mot beat, beatnik, apparaît pour la première fois en avril 1955 sous la plume de Herb Kahn dans son journal San Francisco Chronicles. Le mot beat désignait depuis le 19e siècle un vagabond du rail qui voyageait clandestinement à bord des wagons de marchandises. Peu à peu, ce mot a pris sens que l'ont donné les jazzmen noirs. Beat en vient à signifier aussi une manière de traverser la vie. Être beat devient être foutu, à bout de souffle, exténué. C'est aussi le rythme en musique et en jazz notamment. Le terme beatnik, formé et forgé à partir donc de ce mot beat, est du nom du satellite Sputnik, qui était initialement péjoratif en cherchant à montrer que les beats étaient finalement une communauté de communistes illuminés. Le terme resta et finalement devient l'emblème d'une génération de jeunes gens chevelus, débraillés. Et Salut Beatnik était le titre d'une chanson célèbre de Léo Ferré en 1967, mais c'est aussi une chanson d'un également célèbre, Michel Sardou, qui à cette époque-là prônait la défense des beatniks. Les beatniks, à ce moment-là, dans les années 50, rejettent les tabous de ce qu'on appelle les squares. Les squares, ce sont les personnes rigides qui ne profitent pas de la vie. Ceux qui sont conformes à toutes les traditions, qui s'habillent pareil, qui vivent pareil, qui font les mêmes études, qui votent pareil, qui mangent pareil, leur existence est toujours la même. Les bourgeois sont ceux-là. Et ils seront vivement critiqués dans la société, dans les événements notamment de 68, notamment sous la plume de Sartre. Les beatniks rejettent tout simplement la société organisée et corrompue par les valeurs également traditionnelles. Ce qu'ils veulent, c'est vivre à fond. Ils se révoltaient contre toute forme de matérialiste. L'hypocrisie, l'uniformité, la superficialité. Ce qu'ils voulaient, c'est créer une société de sentiments simples, sans préjugés, et en voulant simplement vivre une vie. Dans la communauté des beatniks, une autre influence importante d'Emerson et de Thoreau, et dans cette continuité des beatniks, encore plus majeure, qui est le mouvement hippie. Le mouvement hippie est encore plus important et trouverait son origine dans un vocable africain hip, dérivé du terme wolof hippie, qui signifie ouvrir les yeux. On retrouve de nouveau les termes de voir, d'étonnement, avec l'un des plus fervents promoteurs, c'est Tim Leary, où on peut lire dans sa chevelure ou dans sa tête les termes importants turn on, tune in, drop out. Viens, mets-toi dans le cou et décroche. Les hippies se distinguaient du reste de la population qu'ils appellent les straight, de la même chose que les squares tout à l'heure, par leur tenue vestimentière, leur chevelure et une liberté ostentatoire également dans leurs relations amoureuses. Le mouvement hippie est ce qu'on appelle un mouvement contre-culture qui apparaît 10 ans après les beats, en 1960, aux États-Unis, avant de se diffuser dans le reste du monde occidental. Les hippies sont issus en grande partie de la jeunesse nombreuse du baby-boom de l'après-guerre, rejetaient les valeurs traditionnelles, le mode de vie de la génération de leurs parents et la société de consommation. De manière générale, les hippies contestaient eux aussi le matérialisme, le consumérisme des sociétés industrielles, ainsi que tout ce qui était lié. Ils rejetaient en particulier les valeurs associées au travail, à la réussite professionnelle et le primat des biens technologiques au détriment des biens matériels et naturels. Ils aspiraient à une sorte de fraternité universelle pour laquelle ils espéraient trouver des techniques dans des sociétés traditionnelles. C'est donc un complexe idéologique, l'esprit hippie, qui est essentiellement constitué en une praxis, c'est-à-dire en un mode de vie, une esthétique de l'existence, qui finalement a été très peu théorisée, n'a jamais fait l'objet d'une homogénéité, et pourtant tous se reconnaissent comme hippies. Les hippies sont bien la recherche d'un nouveau mode d'existence, un nouveau modèle d'existence pour les hommes. Cette culture n'est pas réservée à des fidèles œuvrant pour cette cause tout au long de leur vie. C'est aussi une population de marginaux, de saisonniers,
de vacanciers et un grand nombre d'individus sont marqués par une idéologie hippie dans un espace-temps donné. Les hippies s'érigent contre toutes les catégories bien pensantes en promouvant spontanéité et naturisme. Tels des disciples du cynique Diogène, ils se montrent autant par le vêtement que par le corps, par le geste, les attributs sur les places publiques. Poussés par la recherche d'un bien-être, d'un bien-vivre, tout en rejetant le travail et les obligations, le hippie transgresse les normes, y compris dans la prise de drogue. Non pas il faut prendre de la drogue, mais il faut prendre de bonnes drogues. C'est une démonstration pour eux que l'état intérieur compte fondamentalement. Et si la drogue peut changer ça, alors, selon eux, il faut le prendre. La prise de drogue permet d'effectuer un passage de rite, de cimenter la communauté, de se reconnaître, d'entretenir dans une réaction face au système. Pour conclure, et je parlerai rapidement sur le début de cette chanson, la vie est une donnée, le mode de vie est un concept, la philosophie est une existence. Cette existence est une construction de soi, pour l'art, pour soi, pour la cité. Elle ne vient pas de nulle part, cette existence, mais de la créativité. Créer des lieux, des relations, des existences, des communautés, des arts, des esthétismes. Thalès, Aristote, les trois grandes écoles antiques, mais aussi Bob Dylan, Allen Ginsberg, Thoreau, Picasso, Emerson, Cézanne ou Leary, tous se regroupent sur leur capacité d'aborder le monde par l'étonnement. Et c'est ce qui leur permet cette créativité. C'est l'étonnement qui est le pilier de la créativité, de la philosophie, des existences. Ainsi, si vous avez quelque chose à garder de ce moment passé entre nous, et on va passer aux questions-réponses après, c'est bien turn on, turn in et drop out. S'il y a quelque chose à préserver, à développer, c'est notre capacité d'étonnement pour soi comme pour les autres. Rappelons Emerson, n'imitez pas, mettez l'accent sur ce que vous êtes. Merci beaucoup.